Bonjour Clotilde Robert Vezou, ravie de Ravi, te voir. ravi aussi. Clotilde, je vais commencer par vous présenter un petit peu. Donc, vous Oui, êtes psychologue pour les 18 mois, 35 ans depuis 15 ans. tout à fait. Vous êtes particulièrement passionnée par tout ce qui est parentalité, la psychologie périnatale et vous êtes spécialisée dans la relation parent-enfant de moins de 3 ans. Tout à fait, oui. Donc, vous avez travaillé en cabinet avec un pédiatre sur Paris. Et Oui. puis, vous avez été psychologue en crèche et aujourd'hui, Mhm, vous êtes dans la protection de l'enfance depuis tout à 3 ans fait. sur Rouen. Tout Est-ce à que, fait. est-ce que tout va bien? OK, Parfait. parfait. Alors, je me suis intéressée un petit peu à vous et j'ai regardé, j'ai lu qu'un quotidien avait écrit de vous euh, Mm. la psy qui murmure à l'oreille des bébés. Alors, je trouve ça d'abord, je trouve cette phrase très jolie. Oui. Et justement, je voulais en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, un psychologue qui murmure à l'oreille des bébés, c'est dans le cadre de mon activité ou quand je dis que je suis psychologue pour bébé. Et effectivement, les gens se disent, mais c'est quoi une psychologue pour bébé? Un bébé, il n'en a pas besoin, il ne comprend pas. Et en fait, moi, mon travail, quand je reçois des bébés, bien évidemment accompagnés de parents, c'est de leur murmurer très doucement leur histoire, ce qui se passe dans leur quotidien, dans leur vie. Et en fait, voilà, mettre des mots sur ce qui leur arrive et en fait que ça prenne sens. Vous voyez, parce que c'est quand on devient parent, c'est pas facile, ça peut être parfois très compliqué. Et effectivement, parfois on a du mal, tellement pris affectivement qu'on a du mal à pouvoir comprendre ce qui se passe dans la dynamique familiale. Et moi, j'essaie justement de mettre des mots pour que le bébé comprenne. Et ça aide aussi le parent à ce qu'il y ait des choses qui se débloquent, des symptômes qui s'arrêtent. Alors, je ne suis pas magicienne, clairement, mais les mots sont assez magiques sur les personnes et notamment sur les petits bébés. Idem quand j'ai pu travailler aux adoptions, quand les enfants étaient accouchés sous X, leur raconter quelques moments de leurs histoires, quelques éléments qui pourront les aider plus tard pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Voilà, c'est pas parce que un enfant a que quelques mois ou que quelques jours qu'il ne peut pas comprendre. Donc, le mot murmurer à l'oreille des bébés me plaît bien aussi parce qu'effectivement, un bébé, on murmure et on lui explique bah oui, c'est difficile ce que tu vis en ce moment. Voilà, avec ton papa et ta maman, on est là pour discuter de tout ça. Et le fait que le bébé entende, il capte ce qui se passe, ça met du sens à son ressenti. Il ne va pas comprendre forcément le langage si on lui dit, mais il va comprendre quand on met des mots sur l'émotion, en fait. C'est ça où moi, j'interviens auprès des bébés très. D'accord. Moi, c'est passionnant en tout cas. Oui, Et alors aujourd'hui, ben, on va s'intéresser au un petit peu plus grand, hein, puisqu'on va, oui. on va tout particulièrement aborder le thème de l'adolescence et la fameuse crise d'adolescence. Oui. Et en fait, ce qui m'intéresserait, c'est justement le lien que vous faites entre l'enfant de moins de 3 ans et l'adolescent. Parce que ce qui m'intéresse justement dans tout ce que vous faites, c'est personnellement, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon fils, quand il avait 2 ans et demi, notre médecin de Mhm. famille, il était tellement terrible. Alors, c'était pas un casse-cou, hein, mais par contre, dans les mots, c'était tout le temps dans le nom. Enfin, c'était. Et mon Mhm. médecin de famille m'avait dit ben, c'est génial, au moins vous avez vécu la crise d'adolescence à 2 ans et demi. Ça. Et vous la vivrez pas plus tard. Le seul truc, c'est que je l'ai vécu aussi plus tard. Je l'ai eu 2 fois. Mais effectivement, aujourd'hui, avec du recul, ben, ça ressemblait quand même à une forme de crise d'adolescence. Donc voilà, quel lien faites-vous, vous? En fait, c'est exactement ça, Sabine. C'est en fait, l'adolescent va tester des limites. Il va tester le cadre, voir si les parents sont d'accord pour qu'il sorte, pour qu'il ait un téléphone, voilà, il va tester les limites pour se rassurer. Mais c'est exactement la même dynamique que lorsque un enfant entre 2 et 3 ans va avoir besoin qu'on lui dise non, c'est interdit, tu ne peux pas, voilà. Et en fait, si l'enfant de moins de 3 ans a bien intégré ses limites et ce cadre ferme et bienveillant,
il va retester à l'adolescence, mais de manière moyennement bruyante, en fait. C'est ça. Quand les adolescents vont très, très mal et qu'il y a une adolescence très, très bruyante avec beaucoup de symptômes, beaucoup de passages à l'acte, beaucoup de choses difficiles, en général, c'est que probablement dans la petite enfance, le cadre n'a pas été assez ferme et sécurisant, en fait. Parce qu'à la crise d'adolescence, il passe quand même de l'enfance à l'adolescence et qui se dirige vers l'âge adulte. C'est dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mes... J'ai la voix qui... Je commence à avoir un corps de femme. Tout ça, c'est très, très compliqué à gérer émotionnellement. Et j'ai besoin d'un cadre qui va me rassurer. Voyez, et s'il a déjà fait cette expérience de cadre rassurant, fiable et sécure, hein, comme on dit, quand il était petit, rappelle. Alors, je sais que pour les parents, c'est pas évident, clairement, parce qu'on se dit, ça y est, on a fait le gendarme entre 2 et 3 ans, ça y est, ça recommence, quoi. Mais c'est les étapes de la vie, c'est un être en développement, il continue d'être en développement, et effectivement, il a besoin qu'on lui pose des limites fermes et pour vraiment se sentir en sécurité psychique, vous voyez. Et effectivement, la crise de l'adolescence avec la crise de l'enfant de 2-3 ans, c'est excessivement similaire. On le voit très bien sur des enfants dans la protection de l'enfance, des enfants qui vont très très mal, très grave, mais parce que quand on investigue un peu au niveau de la famille, les parents étaient en difficulté pour poser un cas. Alors, on n'est pas dans le jugement, hein, bien évidemment, mais effectivement, ça a été difficile. Ils peuvent vous dire, bah non, il était ingérable, j'arrivais pas à poser des limites, c'était trop difficile. Et effectivement, ça se rejoue à l'adolescence, en fait. Pour devenir un adulte qui a confiance en lui, qui se sente en sécurité psychique, il a besoin de retester ses limites auprès des parents, des personnes repères. Alors, c'est un petit peu fatigant pour les parents parce qu'on se dit, on l'a déjà dit, il n'y a pas besoin de le redire. Bah si. Oui. Et l'adolescent va vous dire, non, mais j'ai pas besoin de toi. Un sentiment de... Mais qui, en fait, c'est à 15 ans, 14, je veux dire, on va pas dire, non, mais j'ai besoin de toi, c'est sûr, faut que tu me rassures. Non. À 15 ans, il va vous dire, non, mais j'ai pas besoin de toi et tout, tu agaces et s'isoler. Mais en fait, c'est là où c'est difficile quand on n'est pas, c'est de dire que non, et que c'est pas contre le parent, mais c'est justement parce qu'il a une grande confiance dans la personne du père ou de la mère, hein, ou de la personne repère, qu'il peut tester les limites. S'il n'a pas confiance aux parents ou à la personne repère, il ne va pas tester les limites. Et là, du coup, il va grandir sans une sécurité psychique nécessaire et ça va entraîner beaucoup de complications plus tard, en fait. Et oui, effectivement, cette notion de confiance-là, ça me fait penser, vous savez, souvent quand la mère arrive et récupère son enfant le soir, par exemple, chez la grand-mère, souvent, elle entend de la part de la grand-mère, oh là là, mais il a été adorable toute la journée, et là maintenant que tu arrives, ça y est, il fait sa crise. Et on est exactement là-dedans, en fait. C'est parce qu'ils font leur crise, excusez-moi, je me permets de vous couper, ils font leur crise justement avec les personnes de confiance. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance en leurs parents, mais c'est l'amour aussi inconditionnel du parent pour son enfant et inversement qui fait que l'enfant va pouvoir se dire, se lâcher complètement, en fait, se dire non, ça va pas, je suis fatiguée, je pleure, je suis énervée. C'est pas contre le parent, c'est pas parce qu'il veut l'embêter, le parent, mais c'est justement parce qu'il se sent en confiance et en sécurité qu'il peut se livrer à libérer ses émotions, en fait. Donc, c'est une preuve de confiance et d'amour, même si sur le coup, après la journée de travail, quand on est en train de faire les devoirs, que ça passe pas et qu'il s'énerve entre les frères et sœurs, on ne perçoit pas ça comme ça, bien évidemment. Mais en fait, derrière tout ça, c'est ça, en fait. C'est une grande confiance, en fait. Alors, j'ai beaucoup de mamans pardon, qui viennent me voir et en fait qui me témoignent d'un lien qui est en train d'un peu de... En fait, elle passe de l'enfance où il y a beaucoup de complicité, d'un coup un monde où on a l'impression que cette complicité s'éloigne. Et justement, en termes de besoins fondamentaux des adolescents, parce que c'est important par rapport au lien de connaître justement pour bien communiquer ces besoins fondamentaux, comment les définirez-vous? Alors, l'adolescent qui est dans cette crise, dans cette période de vie très compliquée, a besoin de réassurance. Très clairement, il a besoin de se sentir
comme moi, je prends souvent l'analogie avec l'enfant qui va apprendre à faire du vélo. Il faut qu'il tombe pour qu'il puisse se relever et que l'enfant puisse sentir que son parent croit en lui et qu'il va l'encourager. Hein, il y a un grand besoin de ce sentiment de confiance en lui, gros besoin de communication. C'est-à-dire, il faut que l'adolescent puisse sentir qu'il peut tout dire à son parent. Des choses pas évidentes. Alors, je ne dis pas que c'est facile, notamment parler de la sexualité, de parler des écrans, des limites et tout ça, mais s'il sent qu'il peut et c'est déjà c'est énorme. Je pense à des ados que je voir qui n'allaient pas bien parce qu'il y avait du harcèlement et tout ça, ils n'osaient pas le dire à leurs parents. Donc effectivement, là, on fait un travail de médiation. Mais si l'enfant est en confiance, il va il va communiquer. Ça lui évitera de passer à l'acte en se scarifiant, alcool, boulimie, anorexie, vous voyez, tous les troubles de comportement qui sont à l'adolescence très compliqués à gérer. Et comme un enfant de 3 ans, il va avoir là aussi besoin de limites. C'est-à-dire que s'il demande à sortir, je pense à 21h30, ça va enquiquiner l'adolescent, clairement, mais au final, ça va le rassurer. Si le parent dit tu vas chez qui, tu vas où, je veux savoir où tu es, tu m'appelles, tu m'envoies un SMS et tout ça, ok, ça peut passer pour du contrôle, mais le parent dit non, mais tu sors, pas de problème, tu fais ta vie, tu as 13 ans, tu sors. C'est absolument pas rassurant et sécurisant psychiquement. Se dire, ça veut dire que voilà, il fait pas attention à moi. Donc, il y a toujours ce besoin d'attention. Ici, c'est que les adolescents, avec des attitudes plutôt rejetantes du parent, c'est aussi un moyen de s'affirmer. Mais s'affirmer en demandant que c'est ça qui est très, très compliqué. C'est l'ambivalence de l'adolescence, c'est-à-dire ce mouvement de va-et-vient, tu m'énerves, mais j'ai besoin de toi. Quoi. Ok, très bien. Donc, l'importance de poser un cadre, c'est ça? C'est vital, c'est nécessaire en fait. Hein. Mais moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une maison. Quand on construit une maison, on ne va pas construire une maison sur du sable. On va avoir besoin de fondations solides. On va avoir besoin de portes, de fenêtres, de toits. Il faut que tout soit structuré d'une manière ferme et fiable et que ça tienne sur la durée en fait. C'est ça. Parce que si, on peut oublier de fermer un volet, mais les volets ils sont là, après on les ferme et c'est structurant en fait. J'emploie souvent l'exemple des feux tricolores. Quand il n'y a pas de feux tricolores, si les feux sont il y a un cadre. Pour la vie d'un enfant, d'un adolescent, plus ce sera cadré, structuré, mieux il sera expérience de vie, il aura des expériences de vie, mais il ne cherchera pas à aller dans les extrêmes, en fait. C'est ça. Il n'y aura pas de passage à l'acte catastrophique, il n'y aura pas de symptômes qui seront vraiment très douloureux. Il peut y avoir une adolescence pas facile, hein, clairement, mais normalement, on sera moins dans tout ce qui est scarification, cannabis, troubles du comportement alimentaire et plein d'autres choses qu'on peut voir, moi que je vois dans mon quotidien à la protection de l'enfance. Donc, c'est vital. D'accord, c'est vital. Donc, effectivement, bien structuré, rester ferme, mais tout en restant dans l'amour, dans la bienveillance, parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans l'autorité non plus. Basculer. Alors effectivement, il ne faut pas de l'autorité, comme on pourrait l'entendre, quelque chose de vraiment très, très dur et tout ça, mais il faut un cadre ferme. Non, c'est non. C'est si tu es trop jeune. Et alors, ce qui est intéressant, et il faut, je pense, valoriser l'intelligence de l'adolescent, c'est-à-dire en lui communiquant, en lui expliquant pourquoi. Non, tout seul, c'est pas intéressant. Ça va pas le satisfaire et c'est normal. Si moi, on me dit, je demande quelque chose, on me dit non, je dis pourquoi. Vous voyez, donc, expliquer, vraiment communiquer le plus possible. Ça ne veut pas dire que si on communique, on va changer on va prendre. On reste sur cette décision ferme et tout ça, mais le fait de pouvoir expliquer, communiquer va rassurer l'adolescent et il va comprendre que c'est pour son bien. Que c'est pas facile, mais papa et maman, ils font ça pour mon bien. C'est pas facile, mais bon, c'est quand même bien.
Alors, depuis une quinzaine d'années que vous pratiquez, est-ce que vous avez vu une évolution de nos adolescents, peut-être dans du, je sais pas, dans du mal-être ou des problématiques peut-être parentales particulières? Alors, les problématiques parentales, je trouve qu'elles sont assez similaires sur ces 15 dernières années, hein, c'est-à-dire un souci de compréhension de son adolescent, de se dire mais je ne comprends pas ce qu'il veut, je ne comprends pas ce qu'il fait, et justement on va aller voir un psychologue ou une psychologue parce qu'il va nous aider. Ce qui me frapperait le plus, c'est vraiment les ados d'aujourd'hui. Hein, il y a un vrai problème, moi je trouve. Alors, à mon cabinet, je reçois que des ados qui vont mal, hein, bien évidemment. Donc, c'est un biais qu'il faut avoir en tête. Hein. Mais la notion de l'image, avec tous les écrans, les réseaux sociaux et tout ça, c'est catastrophique. Clairement, c'est catastrophique. Ils ne se rendent de ce qu'ils font. Alors moi, je ne suis pas à vous dire qu'il faut 0 écran, 0 réseau, parce que c'est pas possible. Mais il faut leur expliquer, il faut les accompagner hein, dans cette nouvelle ère technologique, parce qu'ils sont nés dedans, clairement. Mais effectivement, c'est quand même, on voit quand même au niveau des symptômes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très inquiétantes, notamment tout ce qui est suicide, harcèlement. Enfin, c'est la deuxième cause de mort des 15-24 ans, hein, le suicide. Donc, bon, voilà, c'est à prendre en considération. Réseaux sociaux, l'image, c'est quand même inquiétant parce que nous, de notre génération, l'école, le collège, on n'était pas sur les réseaux, on envoyait des messages jusqu'à des heures pas possibles. Là aussi, c'est quelque chose qui se contrôle avec les parents. Voilà, mais on voit ça aussi dans le téléphone. Il y a dans certaines zones d'éducation prioritaire, par exemple, où les professeurs ne n'osent pas demander d'enlever les portables parce que sinon ils vont les filmer. Enfin, c'est vraiment assez compliqué à gérer comme problème, mais il faut s'en occuper. C'est évident. D'ailleurs, en préparant, enfin, lors de notre première rencontre, finalement, on a décidé de faire un sujet la prochaine fois spécial écran parce qu'effectivement, c'est une problématique aujourd'hui qui est catastrophique. Oui. Alors, pour terminer, j'ai entendu plein de choses passionnantes. Hein. Il y a des mots comme ça, des périphrases comme papa, pas assez ferme et sécurisant, ce qui peut entraîner après à l'adolescence, effectivement, peut-être un peu plus d'ados qui se révoltent. Par contre, en positif, dans la confiance, la réassurance, les besoins de limite, être à la fois ferme, être fiable, structuré, expliquer le non, communiquer et le contrôle parental en ce qui concerne les écrans. Donc, vous, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent? Alors, moi, je dirais, premier conseil, ne vous découragez pas. C'est une période qui est difficile et pour l'adolescent et pour le parent. Clairement, la vie actuelle va très, très vite, mais l'adolescent, lui, il a besoin de temps, en fait. C'est ça qui est compliqué. Moi, j'inviterai les parents à aider les enfants, enfin les ADL, c'est-à-dire faire une coupure d'écran, mais même les parents qui fassent une coupure des écrans, mais ça on en reparlera sur une autre émission, pour qu'ils puissent s'ancrer dans le réel, passer du temps ensemble. Alors pas forcément tous les soirs parce que c'est compliqué, mais qu'ils aient ça en tête, que c'est important d'être dans le réel, de passer du vrai temps ensemble, d'être présent, avoir du temps de qualité. Ça ne veut pas dire en quantité, ça veut dire passer des heures, ce n'est pas possible. Mais un vrai temps de qualité, par exemple des repas à table où on coupe le portable, c'est-à-dire il y a 0 portable. Moi, je vais faire une boîte à portable, et pour toute la famille, en fait, boîte à portable avec même les télécommandes et voilà. Et ça marche très très bien parce que les enfants ils se disent ah mais oui, mais papa aussi, maman, vous aussi vous êtes beaucoup sur les écrans, tout le monde enlève les écrans et on est tous ensemble. Et on réapprend à vivre ensemble et à passer du temps ensemble. Et c'est vrai que dans ces moments-là, les parents posent des questions sur le quotidien de leurs adolescents. Les adolescents voient que les parents sont disponibles et du coup, ils se confient plus.
Et c'est que juste, quoi. C'est ça qui est important de créer du lien, en fait. Du lien, parce que c'est justement du lien, hein, généralement, où il y a un trouble du lien avec le parent et il se met en danger pour essayer de solliciter le parent. Et parfois, le parent, il ne voit pas. Et c'est ça qui est très compliqué. Un jeune qui se scarifie, qui est déprimé, qui est fatigué, tout ça. Et voilà, il faut avoir l'œil, mais pour avoir l'œil, il faut le voir aussi. Alors, si on ne le voit pas, s'il est enfermé, isolé dans sa chambre, en train de jouer pendant des heures à Fortnite ou autre jeu, c'est pas possible. Donc, être très, très à l'écoute et j'invite les parents à observer de près leurs adolescents, de manière plutôt discrète, mais au niveau des changements. Un changement vestimentaire, un changement, les regarder aussi physiquement, se dire est-ce qu'il n'y a pas de traces sur leur corps, parce que tout ça, c'est l'adolescent, il va envoyer des petits signaux difficilement perceptibles, mais il faut essayer d'avoir ça en tête, se dire qu'est-ce qu'il veut me dire là, en faisant ça, pourquoi il fait ça. Il faut que la parole puisse être fluide et que les échanges puissent être de qualité pour que justement ça se désamorce, en fait. Mais ne pas décourager. De l'amour et de la bienveillance et de la communication, il y a des chances que ça marche bien. Bien, ben merci Clotilde. Et alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un cabinet sur Rouen? Alors moi, j'ai un cabinet pas loin de Rouen, à Biorel, dans une structure qui est dédiée à la parentalité qui s'appelle le Fabalab, plein de collaboratrices qui travaillent autour de la parentalité et sinon sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai mon groupe et tout, où j'ai pas mal d'abonnés et je fais des communications pour justement essayer de donner accès à la psychologie et l'adolescent de manière assez simple. La psychologue parle et vous comprenez rien. En fait, voilà, c'est rendre les choses accessibles et faire réfléchir aussi les gens. Voilà, moi là, il n'y a pas longtemps, j'ai publié un article sur des écrans et l'impact des écrans sur les enfants par rapport à des séances sur les participer beaucoup sur des recherches sur l'impact du port du masque pour les petits en crèche. J'avais fait une émission de radio d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à regarder dans le groupe. Sur LinkedIn aussi, on peut me trouver. Je suis pas mal sur les réseaux. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup et je vous dis à très vite alors. Très bien.